Bonjour, je représente le site easydivorcefrance.com qui a comme ambition de faciliter la procédure de divorce pour les gens qui ont décidé de faire le pas. Beaucoup de gens, notamment les femmes, souffrent dans leur mariage, mais ne divorcent pas car ils considèrent que c'est de l'amour, donc du coup les souffrances ça va avec. À quel point est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre l'amour et les souffrances? Ça, c'est une notion très romantique et très 19e siècle, hein, que la souffrance soit liée à l'amour. Moi, je ne crois pas du tout que l'amour soit lié à la souffrance et je ne suis pas pour une vision désespérée de l'amour. L'amour, ça doit amener de l'ouverture, de la joie, l'ouverture du cœur et puis l'espérance. Alors bien sûr, il peut y avoir des différentes tonalités dans une relation. Ça peut aller de la lune de miel à la lune de fiel, entre guillemets, mais ça ne dure pas. Et je veux dire que l'amour aussi, dépend de nos propres affects, de nos propres humeurs, et il est évident que quand on n'est pas bien, notre mal-être va venir se projeter sur l'autre. Hein, l'amour, l'autre, c'est un miroir de nous-mêmes. Hein, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus relier l'amour à nos désirs les plus profonds, parce que l'autre est aussi un être vulnérable avec son propre mal-être, et dans les premiers temps, l'amour, c'est une source de joie, de bonheur, inextinguible, d'inspiration. J'ai rencontré ma muse, ça y est, je suis sauvée par l'autre. Non, on n'est pas sauvé par l'autre. L'autre ne va pas venir nous sauver de notre mal-être. Il va nous aider à avancer. Mais le travail, il reste à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour revenir à votre question, est-ce que l'amour est lié à la souffrance? Non. Et quand il est lié à la souffrance, là, il y a une pathologie du lien. Un lien amoureux, ça ne doit pas amener à la souffrance. Ni au débordement. Hein. Après le coup de foudre, d'ailleurs quand on dit coup de foudre, je veux dire que ça blesse, la foudre ça blesse, ça fait du mal. Ou quand on dit je suis tombée amoureuse, ça fait du mal. Moi j'aime bien cette phrase d'un maître indien qui dit to arise in love, hein, monter en amour. C'est ça l'amour, c'est monter, c'est grandir en conscience. Mais je suis tombée amoureuse, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus tombé amoureux? Je reprends la phrase in extenso. Hein, c'est important de monter. Hein, le coup de foudre, c'est ce qui vient nous frapper instantanément. C'est fulgurant. Mais ce qui est fulgurant, ça peut aussi blesser. Donc, quand une patiente ou un patient me dit « Oh, je suis tombée amoureuse, c'est extraordinaire, mais je commence à souffrir » ou « Je souffre déjà, mais je suis tellement passionnée, c'est tellement extraordinaire », à l'intérieur de moi, je me dis « Attention ». Et souvent, mon intuition est juste. Mais je ne peux pas dire aux patients comme ça qui viennent tomber amoureux, attention. Et au fur et à mesure du travail, on s'aperçoit que si tout de suite on sent qu'il y a une souffrance qui commence à pointer, le lien n'est pas juste. C'est pas un bon signe. Non. Quand on fait un travail sur soi, on s'en aperçoit. Bon, quand on n'a pas fait de travail sur soi, on croit encore au château en Espagne, mais il n'y a pas de château en Espagne. Non. Je crois que l'amour apporte la lucidité. Et je crois que le véritable amour profond, c'est l'amour lucide. Très souvent, la cause du froid dans une relation qui mène au divorce est le fait qu'un des deux partenaires a trompé l'autre. Est-ce que c'est une nécessité de brûler les ponts après la tromperie, ou est-ce qu'on peut se laisser le temps et de pardonner le partenaire et de donner une chance à notre mariage? Alors, tromper, pourquoi on trompe? Pourquoi celui qui trompe, trompe-t-il? Et que peut ressentir celui ou celle qui est trompée par rapport à son histoire, et comment celle qui est trompée peut-être, ou celui qui est trompé, peuvent-ils se remettre en cause dans la relation. Alors c'est sûr que être trompé, hein, le sujet qui est trompé, qui est victime de l'autre, vit une trahison absolument suprême, une dénarcissisation. Hein, c'est comme si elle n'était plus bonne, ou qu'il n'était plus bon. En anglais on dit good enough, je ne suis pas assez bon, hein, je ne suis pas digne d'eux. Et c'est une blessure qui stigmatise énormément de choses. Alors, se séparer, je veux dire que toute histoire est tellement singulière, individuelle, qu'on ne peut pas généraliser. Quand une femme ou un homme a été trompé, ça le renvoie essentiellement à sa propre histoire familiale. Souvent, les choses se répètent. Quand on est trompé, la mère ou le père a été trompé aussi. C'est fou comme à un niveau énergétique,
hein, transgénérationnel, les choses se répètent. Hein, on revit, sans le vouloir, des schémas transgénérationnels qui ont été vécus par des ancêtres. Hein, c'est ce qu'on appelle en psychologie, il y a une discipline qui s'appelle la psychogénéalogie, où les choses se répètent de génération en génération de façon tellement pointue, tellement subtile que ça en est absolument déconcertant. Et que souvent on voit que les choses se font en dehors de notre conscience. Et c'est l'inconscient. C'est cet inconscient familial et transgénérationnel qui décide. Et je vois, parce que je m'occupe beaucoup de couples, hein, je suis thérapeute de couple, hein, des histoires, des schémas, des patterns qui se répètent de génération en génération. Et le fait de faire un travail sur notre couple va permettre de se désengager. Hein, Donc on peut sortir de ce schéma. Ah mais évidemment. Mais je crois... Alors il y a un mot aussi que j'aime pas beaucoup, c'est le mot pardonner. Qu'est-ce que c'est que le pardon ? Alors pardonne. Les thérapeutes qui travaillent beaucoup sur le pardon. Pardonner, ça vous fera du bien. Mais encore faut-il être prêt à pardonner. Et puis peut-être que cette tromperie que l'on vit, c'est peut-être aussi quelque chose que l'on a souhaité pour se désengager d'une relation qui, au fond, ne nous satisfaisait pas. Donc inconsciemment, c'est nous qui on fait le pas. Peut-être parce qu'on se désengageait de la relation avec le mari ou avec la femme, peut-être parce qu'on en avait assez, que le partenaire l'a senti, et que ce partenaire qui a senti cette espèce d'humeur un petit peu nauséabonde qui flottait dans le couple, a préféré prendre une partenaire parallèle ou un partenaire pour ne pas affronter l'autre. Et puis faire tout pour que cette tromperie soit découverte. Moi, je vois souvent des patientes qui me disent « Ah, c'est vraiment, je suis complètement abasourdie. Mon mari ou ma femme a laissé traîner son portable. Puis je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai commencé à tapoter et puis à voir s'il n'y avait pas des choses. Et puis on trouve des messages, on trouve des mots d'amour. Alors le partenaire qui trompe, il n'a pas envie consciemment de laisser son téléphone traîner, mais il le fait quand même pour peut-être ouvrir un dialogue. Vous savez, l'inconscient, c'est extraordinaire. L'inconscient, c'est tout. Et le travail du thérapeute, c'est d'aider à rendre conscient l'inconscient. Donc le téléphone traîne, celui qui trompe laisse son téléphone traîner, sans le vouloir, bien sûr, mais bon, quelque part il le voulait, puis l'autre le trouve. Donc le fait qu'il y ait cet objet, hein, qui est témoin des tromperies, des frasques de l'autre, va venir servir d'objet, ce qu'on appelle d'objet transitionnel, et va permettre peut-être à la conversation, à l'échange de pouvoir se faire. D'accord, mais peut-être il n'y aura plus d'échange, enfin, ce sera un échange fructueux. Voilà, on voit qu'il y a un fait accompli, il y a tromperie, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Mais s'il n'y avait pas eu le téléphone, cet objet témoin, peut-être qu'il n'y aurait pas une ouverture de parole de possible. Et ça, je le vois, mais tellement de fois. Ou un mail qui traîne, quelque chose, il y a un objet témoin qui permet d'ouvrir. Alors après, est-ce qu'on fait une thérapie de couple ? Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'on se sépare tout de suite ? Moi, je n'ai pas de conseil, le thérapeute ne donne pas de conseil, mais il est, entre guillemets, déconseillé à un couple en pleine crise de se séparer. Parce qu'il faut pouvoir, ensemble, si on fait une thérapie de couple, savoir ce qui a amené le partenaire, le conjoint, à aller voir ailleurs. Il y a tellement de paramètres, si vous voulez, qu'on ne peut pas répondre comme ça. Enfin, moi, je ne peux pas répondre en tant qu'analyste en quelques minutes à cette question, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Peut-être qu'on fait tout pour que notre partenaire nous trompe, on en a marre. Et puis, l'autre, pourquoi trompe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il trompe sa femme, ou qu'elle trompe son mari, parce qu'elle ne peut pas l'affronter dans la réalité. Vous comprenez ? Donc c'est tellement subtil en fait. Et puis on trompe son mari ou sa femme parce que le temps passe et que l'on a envie de se renarcissiser, de se revaloriser, de se voir dans le regard d'un autre, alors que le regard du partenaire ou de la partenaire devient presque un regard opaque, hein, comme une vitre sans teint dans laquelle on ne peut plus se regarder. C'est important de se voir dans le regard de l'autre. On a souvent une image dévalorisée de nous-mêmes et qu'un tiers qu'on ne connaît pas va nous aider à nous redécouvrir, parce qu'il nous découvre. Et comme il nous découvre, on se redécouvre dans le regard de l'autre. On ne voit pas l'autre tel qu'il est, on voit l'autre tel qu'on
tel qu'on le construit, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le fantasme. Tomber amoureux, c'est tout sauf de la réalité. L'amour, est plus dans la réalité. Parce qu'on peut tomber amoureux sans aimer. Et on peut aimer quelqu'un de façon très très profonde, mais on n'en est plus vraiment amoureux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette petite étincelle qui fait foudroyante, mais il y a quelque chose de tellement profond, de tellement intime, de tellement complice, que ça vaut tous les coups de foudre de la terre. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut construire, sur lequel on peut s'étayer. D'accord. Parce que ma question suivante était d'où vient ce besoin de tromper chez l'autre. Et du coup, vous avez répondu, c'est le regard narcissique, c'est le besoin de se reconstruire à travers le regard de l'autre. Mais il y a tellement de choses qui peuvent donner envie de tromper son mari. On peut avoir vécu un deuil très 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 lourd, ce qui fait qu'on s'est complètement affalé en soi. L'autre s'est lassé de notre situation. Et puis un jour, le soleil brille à l'extérieur, vous regardez par la fenêtre, c'est une métaphore, et vous vous dites, mais je suis vivante, cette personne que j'aimais est partie, ça peut être un père, une mère, une sœur, peu importe. Et puis, vous vous dites, mais non, je ne peux plus vivre comme ça. Puis vous sortez, vous allez à une terrasse de café, et puis votre regard croise celui d'un autre. Puis il y a quelque chose qui se passe. Puis vous rentrez chez vous le soir, vous voyez votre partenaire, il n'y a plus ce regard. Donc ça vous donne envie de retourner dans le vivant, de retourner dans la vie, de retourner dans ce qui est animé. Animé, c'est ce qui est vivant, c'est l'âme, c'est ça. Voilà, donc c'est tellement subtil. On peut avoir envie de tromper son mari quand on a été très très malade. Ou sa femme, enfin peu importe. On a envie de se redécouvrir autre. Pas celui qui a été dans la souffrance, mais voir dans le regard de l'autre qu'on est un être vivant et non pas un être malade. C'est très, 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 très... Moi, je vous parle des exemples que j'ai vus. Ce qui fait qu'on a envie parfois de rompre avec une vie certainement satisfaisante, mais qui a été lourde et qui n'est plus source de surprise. La vie, elle est là, elle nous interpelle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je dis souvent à mes patients, mais regardez ce qui se passe autour de vous. Parce que souvent les gens viennent chez un thérapeute en disant il n'y a plus rien qui se passe dans ma vie, je me sens là, j'ai plus envie de vivre. Et puis en chacun de nous, il y a des ressources. Il y a un désir de vie. C'est au thérapeute d'aider le patient à trouver ce désir. Et puis quand on commence à ouvrir les yeux, à ouvrir ses oreilles, à être sensible aux choses les plus innocentes, les plus anodines, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, les gens marchent en regardant leurs chaussures. Et si vous marchez devant vous, en ayant le regard devant vous, ou bien en regardant au ciel, vous allez voir tellement de choses. C'est ça aussi. Donc, pourquoi les gens se trompent? C'est ça la question. C'est parce qu'il y a un désamour d'eux-mêmes, et puis un désamour de la vie. Il est essentiel qu'une communication des psychés, des âmes, une communication psychologique. S'il n'y a pas cette communication psychique, on peut s'entendre très bien physiquement, et après, and so what, une fois que la relation sexuelle est terminée, le couple n'a plus rien à se dire. Or, je dirais que l'intimité commence après l'amour, quand on a à se dire quelque chose, lorsque cette rencontre physique peut se prolonger dans un échange intime de la parole. Ce n'est pas des discussions intellectuelles, mais c'est tout simplement trouver les mots ensemble pour continuer à tisser cette rencontre des corps. Certains époux restent mariés pour ne pas traumatiser les enfants par le divorce. De l'autre côté, comme vous l'avez dit, des parents forment le modèle de famille chez les enfants. Quel comportement faudrait-il adopter via les enfants par rapport au divorce pour qu'ils ne refassent pas le même schéma? Je dirais que l'essentiel, c'est de dire la vérité. Un couple qui ne divorce pas, je l'entends, je l'entends tellement, un couple qui ne divorce pas, un enfant qui est témoin de bataille, de lutte entre les parents, c'est un enfant qui va être très très déstructuré, très déconstruit. Les enfants préfèrent que les parents se séparent, mais l'enfant a besoin d'être rassuré, qu'il est toujours et l'enfant du père et l'enfant de la mère, et que la séparation ne va pas les séparer des deux parents.
Mais rester ensemble pour les enfants, enfin, à mon avis, c'est une erreur profonde. L'enfant a besoin que ses parents soient heureux. S'ils sont heureux ensemble, très bien. S'ils sont heureux séparément, très bien. Hein, on voit des couples recomposés, hein, où les enfants vont d'une famille à l'autre, enfin, de la famille du père recomposée à la famille de la mère recomposée, et tout se passe très bien. Ça peut aussi mal se passer. Hein, je veux dire qu'on ne peut pas non plus généraliser. Mais pour répondre rapidement à votre question, il est préférable de se séparer bien, harmonieusement, de protéger les enfants, parce qu'une séparation, un divorce, c'est toujours une grande douleur. Pour les deux membres du couple, hein, il y a la douleur personnelle par rapport à l'autre, on a échoué, c'est un échec. Il y a la douleur aussi que l'on imprime aux enfants, parce que les enfants souffrent. Hein. Il y a les inquiétudes qu'on peut avoir aussi, parce que les enfants ne vont pas bien au moment d'un divorce. De toute façon, c'est fatal, parce que c'est la déstructuration, c'est la déchirure d'un lien. Mais faire semblant, c'est un mensonge. Et les enfants sont très très sensibles au mensonge. Un mensonge, ça fait beaucoup plus souffrir que la vérité. Parce que l'enfant sait qu'on lui ment. Et ils le savent toujours. Ils le savent toujours. L'enfant a un inconscient, hein. Donc c'est dire la vérité. Et est-ce que la famille des parents... Bien sûr que le couple des parents va imprimer l'enfant. Mais souvent, moi j'ai des patients qui me disent « Ah, mes parents, c'était vraiment, ils nous faisaient croire que c'était le modèle absolu, le modèle parfait, etc. » Nous, on croyait, on était tout petits. Mais maintenant, 30 ans après, on voit très bien que nos parents n'étaient pas heureux. Mais ces enfants répètent ces schémas. Inconsciemment. Inconsciemment. Donc quand on fait une thérapie, donc ces gens-là qui revoient le couple des parents qui semblait si parfait mais qui ne l'était pas, ne veulent pas, par rapport à leurs enfants, répéter la même chose. Donc tout doucement, vont aller vers une séparation. Mais quand on a un modèle qui nous a été imposé, le modèle parfait, on veut refaire le même modèle, le reproduire. Donc souvent, on va se marier avec une femme ou un homme pareil que le père ou la mère. Et puis on va s'apercevoir, mais non, c'est pas celui qu'il nous fallait. Je ne suis pas heureux ou heureuse avec elle. Donc heureusement que ces gens-là font une thérapie et que tout doucement, ils vont rompre avec ce chemin qui n'est pas le leur pour aller vers leur propre vérité. Mais le modèle parental n'est pas nécessairement le meilleur schéma et ce n'est pas toujours vrai qu'on a en soi ce modèle parental comme étant le meilleur. Ce n'est pas vrai. Mais encore faut-il avoir fait une thérapie. Bien sûr, il faut se remettre en question parce que les gens ne se rendent pas toujours compte qu'ils répètent le même schéma. Je pense que c'est à partir du moment où les gens se disent « ça me rappelle quelque chose, voilà, quand je pense que c'est le même modèle que mes parents ont fait », c'est à partir du moment-là où le travail commence. Et les parents qui font, enfin, qu'il y a des parents qui ont eu la chance, moi je vois, j'ai beaucoup de patients qui sont jeunes, et je leur dis, mais c'est une chance de commencer une thérapie quand on est jeune, parce que vous allez pouvoir être libre par rapport à l'image familiale, vous laisserez les enfants libres. Et c'est important aussi que les parents puissent aussi reconnaître qu'ils font des erreurs, on fait des erreurs, s'excuser auprès des enfants. Je suis désolée, tu es malheureux, mais vraiment, j'ai ma part de responsabilité. Tu sais, les parents ne sont pas tout puissants. Parce que souvent, les parents imposent une espèce de toute-puissance. Et plus les parents sont tout-puissants, et plus les enfants sont défaillants. C'est important que les parents puissent aussi reconnaître leurs propres erreurs. Ce ne sont pas des supermen. Donner l'image humaine. Humaine, et ils ne sont pas une image. Oh, non, on est parfait. Non, on n'est pas parfait. On fait nos erreurs aussi. Non, on est des êtres en devenir. Même quand on est adulte, on est en devenir. Est-ce qu'il faut changer de mode de communication avec ses enfants après le divorce pour les aider à accepter ce changement radical de leur monde? Est-ce qu'il faut, par exemple, s'approcher plus vers les enfants, leur accorder plus de temps? Ah oui, parce que je n'avais pas très bien compris votre question. Mais comme votre enfant ne va pas prendre le dîner avec vous, vous n'allez pas l'emmener dormir, il est évident que les parents changent de mode de communication. Ils ne vont pas aimer plus ou moins l'enfant. Je crois que l'important aussi, c'est de rester naturel par rapport à son enfant. Mais les moments sont comptés, puisqu'on ne vivra pas sous le même toit que l'enfant. Donc, c'est vraiment rester tout à fait naturel
Et aussi, alors ce qui est important, et ça je le dis toujours, c'est de ne pas critiquer l'autre parent quand on est avec son enfant en tête à tête. C'est-à-dire que, parce que les enfants posent des questions. Mais pourquoi tu as quitté maman? Pourquoi tu as quitté papa? Pourquoi vous divorcez? Tu l'aimes plus? Alors tu nous aimes plus? Non, ton papa ou ta maman et moi, on s'est beaucoup aimés. Mais la vie, parfois, sépare les êtres. Enfin, on explique des mots pour que l'enfant comprenne. Et puis, on a des évolutions différentes. On prend chacun un chemin. On a commencé un voyage ensemble. Et puis, on n'avait pas envie d'aller dans la même direction. Enfin. Mais tu es toujours notre enfant. Et on t'aime toujours autant. Mais tu auras deux maisons. Il faut être assez pédagogue et assez dur. Et on va passer du temps ensemble. Et puis, on ira en voyage. Et puis, on dira, je vais te faire découvrir des choses. Et puis, tu vas aussi me demander ce que tu as envie de découvrir. Mais bien sûr qu'on a un mode différent, puisqu'il n'y a plus l'autre, le conjoint n'est plus là. Et souvent, le conjoint nous dicte des comportements. Donc, je dirais qu'on est plus autonome, et puis en même temps, on peut être un peu perdu, surtout les hommes, parce qu'ils ne savent pas très bien comment faire au début. Puis après, ils se débrouillent très très bien. Je dirais que le plus important, c'est d'être authentique et vrai. Et c'est quand vous êtes avec votre enfant, c'est pas non plus toujours nécessaire de faire un tas de choses, mais tout simplement d'être à côté de lui et de l'écouter, de lui prendre la main, et de le promener. C'est être présent auprès de l'enfant. Parce que vous pouvez faire un tas d'activités avec votre enfant et être complètement absent. C'est multiplier les activités et on se perd. On perd le contact. C'est être avec l'enfant en conscience. Et si vous êtes fatigué, vous dites à votre enfant, je suis fatiguée, tiens, aujourd'hui on va rester à la maison, on va regarder un film ensemble, on va faire un puzzle. Enfin. Mais c'est aussi être créatif. La communication, communiquer, c'est aussi être créatif. Quel conseil majeur pourriez-vous donner à des gens qui sont en train de divorcer actuellement? Conseil, c'est difficile de donner un conseil. On vient en anglais, spread your wings, déployez vos ailes et continuez à voler, surtout ne vous cassez pas la figure. Et surtout, je dirais que ce qui se passe dans la vie, c'est ce qui doit arriver en fait. Si un couple se sépare, c'est qu'il doit se séparer. On ne peut pas rester ensemble pour rester ensemble. C'est qu'on a accompli le chemin qu'on devait accomplir ensemble et qu'à un moment, les chemins se séparent parce qu'on n'a pas envie de visiter les mêmes paysages, on n'a pas envie de voir les mêmes couleurs, et c'est respecter cela. Parce que si on reste avec quelqu'un pour lui faire plaisir, parce qu'on ne veut pas lui faire de mal, alors je ne veux pas lui faire du mal, c'est soyez vrai avec vous-même et continuez à déployer vos ailes. Et la vie, maintenant, je crois qu'on n'a plus, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis persuadée, on ne vit pas une seule vie, on a plusieurs vies dans une vie. Et on évolue pendant cette vie. Et que souvent, l'être avec lequel on est, si lui n'a pas le même souci, je ne dirais pas que l'un ou l'autre a plus raison que l'autre. Mais certains sont dans une recherche, font un travail sur eux. Si l'autre ne fait rien, regarde, je ne dénigre pas, mais bon, un match de football, le match de football à la télévision, alors que le ou la partenaire a un désir autre, pourquoi on se sacrifierait à rester à la maison, à attendre et à avoir de la colère par rapport au partenaire et par rapport à soi, d'accepter cette situation. Donc c'est déployer vos ailes et continuer à évoluer. C'est ça, c'est l'évolution qui est importante, pas l'involution. Et que la vie, c'est parsemé de tellement de surprises, des surprises désagréables, mais qui sont là aussi pour nous faire avancer. Et qu'un divorce, c'est une source de souffrance au départ, mais en même temps c'est une source de libération. Et ça peut aussi, paradoxalement, rendre joyeux, parce qu'on ouvre de nouveaux chemins. Merci beaucoup. Merci à vous.